La nature fait vraiment très bien les choses. Ces feuilles tombées au sol récemment vont se transformer pour éventuellement devenir un engrais naturel qui va permettre à la forêt de se régénérer. Malheureusement, dans nos villes, les feuilles ne peuvent pas se recycler naturellement. Et cela pose un problème parce qu'il faut pouvoir en disposer. Les brûler, ce n'est pas vraiment une solution acceptable sur le plan environnemental. Et d'ailleurs, au Québec, bientôt, ce sera interdit, comme c'est le cas déjà dans plusieurs villes canadiennes. Et aux États-Unis, dans 13 États, il est même interdit de les jeter aux ordures. On se rend compte en fait qu'il va falloir probablement s'inspirer de la nature elle-même pour trouver la bonne solution, autant pour les feuilles que pour les autres déchets organiques. On avait un très grand volume de feuilles. Alors là, on voit qu'on a un humus. Là, ça ressemble plus du tout à des feuilles. C'est vraiment du compost. Et qu'est-ce que vous faites avec? Alors, ce compost-là, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux pour le gazon, les fleurs ici. Jean-Pierre Panet composte les feuilles dans sa cour depuis des années. Normal. Après tout, c'est lui le grand responsable du compostage des feuilles pour toute la ville de Montréal. Cette pile-là, ça fait une année. C'est-à-dire que les feuilles ont été déposées l'automne dernier et elles ont composté pendant tout l'hiver parce qu'on a des techniques pour permettre la décomposition des feuilles pendant l'hiver. Et ensuite, au printemps, on continue les retournements et finalement, on obtient un humus à la fin de l'été. Depuis 3 ans, à l'automne, des camions viennent déverser ici des tonnes de feuilles. 2000 en tout l'an dernier, soit la moitié des feuilles tombées dans les rues et les parcs de la ville. L'humus produit est utilisé comme engrais dans les jardins publics. Jean-Pierre Panet est tellement convaincu des avantages du compostage qu'il essaie aussi d'en vendre le principe aux citoyens de Montréal. Et ça marche. Cette année seulement, plus de 3000 composteurs domestiques ont trouvé preneur. Même les gens qui vivent en appartement peuvent composter. Mais ce qui devient de plus en plus populaire pour les balcons, c'est le modèle rotatif, c'est le modèle l'envirocycle. Alors ici, c'est que les citoyens donc à introduire leur matière organique par la fente ici. Et à toutes les fois qu'ils mettent de la matière, on n'a qu'à tourner et faire... et la matière se mélange. Dans votre sac vert, il y a en moyenne 35% de déchets organiques facilement compostables, comme les feuilles mortes, l'herbe coupée, et la plupart des déchets de cuisine, comme les pelures de fruits ou de légumes, les grains de café, les sacs de thé ou encore les coquilles d'œufs. Les avantages du compostage sont doubles. D'abord, on retourne à la terre un engrais naturel, puis on désengorge les dépotoirs en réduisant la quantité de déchets. Il faut aussi savoir que les déchets organiques génèrent du méthane, un biogaz extrêmement volatile que des torchères doivent brûler à mesure pour réduire la pollution de l'air et diminuer les risques d'explosion. De plus, les déchets organiques produisent en se décomposant beaucoup de liquide. Ce liquide, appelé lixivia, peut entraîner les polluants présents dans le dépotoir jusqu'à la nappe phréatique si l'on ne fait pas attention. Le compostage est vieux comme le monde. Les agriculteurs l'utilisent depuis toujours. Mais les chercheurs ne s'y intéressent vraiment que depuis une trentaine d'années. Leur but, se servir de cette technique pour recycler les déchets organiques produits par les industries et la population. Pour cela, il leur faut comprendre comment le compostage se fait. C'est le travail de Chantal Beauchamp, docteur en microbiologie à l'Université Laval. On se promène sur les tas, on prend des échantillons à différents endroits, on prend des volumes assez importants qui sont mélangés et on remet ça dans des pots qu'on ramène à l'université et ces pots-là, on va analyser les composés qui peuvent être présents. Pour identifier qui fait quoi, Chantal Beauchamp se fie au microscope. Les responsables du compostage sont nombreux et pratiquement tous invisibles à l'œil nu. Il y a d'abord différentes sortes de bactéries. Ces micro-organismes font tout juste quelques microns de longueur, c'est-à-dire quelques millièmes de millimètres. Pour faire cette tâche dans la boîte de pétri, il faut des millions de bactéries. L'autre grande famille responsable du compostage comprend différents types de champignons microscopiques, comme ces ifs mycéliens par exemple. Mais là, c'est plein d'ifs, tout simplement à la font leur surface, travail, là. qui sont en train de travailler. Vous dites qu'il y en a des millions, des millions, des millions. C'est pour ça qu'on voit un changement de couleur? Exactement. On calcule que dans 1 gramme de compost actif,
il peut y avoir jusqu'à 1 milliard de micro-organismes. Pour atteindre de tels chiffres, les micro-organismes ont besoin d'une diète riche en carbone et en azote. Ici, c'est le lisier de porc avec lequel on arrose le compost qui fournit l'azote. Le carbone, lui, provient de la cellulose rejetée par une compagnie papetière. Il faut toujours doser le rapport carbone-azote dans une proportion de 30:1. En se nourrissant, les micro-organismes décomposent la matière organique et libèrent ainsi de l'énergie. C'est la raison pour laquelle la température au centre d'un tas de compost peut s'élever jusqu'à 70 degrés Celsius. Cette élévation de température, qui pasteurise le compost, s'appelle la phase thermophile. Les micro-organismes ont aussi besoin d'oxygène pour se multiplier. C'est pourquoi il faut retourner le compost régulièrement. Enfin, le compost doit mûrir. La durée du processus? De 3 mois à 2 ans, selon la technique employée. Mais savoir comment composter n'est pas tout. Encore faut-il que le produit final, le compost lui-même, soit de qualité. C'est aussi le travail de Chantal Beauchamp de déterminer en laboratoire s'il y a dans le compost des éléments dangereux. Des coliformes par exemple, ces bactéries que l'on retrouve dans les matières fécales et qui peuvent causer des gastro-entérites. Lorsqu'on fait du compostage avec du fumier ou du lisier ou les bouts des stations d'épuration, on va s'intéresser au devenir biologique des coliformes. Donc, on peut utiliser des tests là, comme celui-ci, qui est un test avec un milieu de culture qui est spécifique aux coliformes. Autre problème, les métaux lourds toxiques comme l'arsenic, le cadmium, le mercure, le zinc ou encore le plomb. C'est avec cet appareil, le spectrophotomètre, qu'on parvient à les identifier et à les quantifier. La flamme change de couleur ou d'intensité lorsqu'elle vient en contact avec l'un de ces métaux. Grâce à ce test, on connaît les déchets industriels à éviter pour faire du compostage. Au Centre de recherche industrielle du Québec, à Sainte-Foy, les chercheurs n'hésitent pas, eux non plus, à mettre la main à la pâte. Le défi pour l'agronome Denis Potvin, c'est de composter en ville. Il doit faire face à certaines contraintes. L'odeur, par exemple. Il n'est pas question de retourner les composts à base de fumier de bovin ou de lisier de porc n'importe quand. C'est la raison d'être de cette petite station météo qui mesure la direction et l'intensité du vent. Si le vent souffle du bon côté, on peut retourner le compost sans crainte d'offenser les narines délicates. Pour nous, ça représente un défi. Si on arrive à faire les opérations de compostage en toute conformité, avec du bon voisinage, c'est donc la preuve qu'il y a possibilité de le faire également à grande échelle. L'autre grande contrainte, c'est le sol lui-même. S'il est perméable, les liquides produits pendant le compostage peuvent s'infiltrer dans la nappe phréatique et la polluer. La solution? Des plateformes de compostage. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les liquides qui s'écoulent des amont de compost et qui sont acheminés vers une tuyauterie pour être finalement captés par des bassins. Et là, on va déterminer à la fois le volume et la qualité, les propriétés des liquides pour connaître éventuellement l'impact qu'il pourrait y avoir sur l'environnement. Ces liquides, une fois nettoyés dans les cuves de biofiltration, sont retournés au système d'égout de la ville. Aux États-Unis, le compostage compte aussi sur d'ardents défenseurs, comme l'agronome américain Will Brenton. Well, this sample just arrived from Canada. Okay, let's do a screening here. Will Brenton reçoit des sacs de compost comme celui-ci d'un peu partout à travers le monde. Okay. C'est à partir de ce petit laboratoire installé à Mount Vernon, dans l'État du Maine, aux États-Unis, que lui et son équipe ont mérité une réputation de calibre international. L'ambition de Will Brenton, c'est de reculer les limites du compostage. Il a déjà réussi à composter du TNT, de même que des bottins téléphoniques.
et s'est aussi attaqué avec succès aux résidus produits par les compagnies de pâtes et papiers, de même qu'aux boues septiques générées par les stations d'épuration, sans compter les carcasses d'animaux et les carapaces de crabes des usines de transformation. For example, in this region, we had a fire at a large poultry plant that killed 50,000 birds. And they were going to bury them in the soil, and it was right in an aquifer zone. So the environmental department said you cannot do that. And the landfill said they would take it for $70,000. And so the poultry processing house said, that's too much money, what do we do? And they called us and we said, we will design a compost process for it. And do you know, in 3 weeks we turned that into soil. It looked just like soil. Comment s'y prend-il? Tout est dans des recettes, tenues jalousement secrètes. Will Brinton approche le compostage avec tous ses sens, comme s'il était un grand chef cuisinier. These are different compost samples that we are evaluating for their odor production when they're hot. Voici des échantillons évalués en fonction de leur odeur. And we take it and do a sniff test on it. Ce test en dit beaucoup sur la nature même du compost. So are we finding some of the bacteria in here? Comme dans toute recette, le succès commence par la connaissance des ingrédients. Ici, on isole les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Là, on identifie les agents pathogènes à l'aide d'un test emprunté à la technique de diagnostic biomédical. Avec cet autre appareil, dans lequel on injecte du compost, on détermine le pourcentage des éléments nutritifs. Le résultat est transmis à l'imprimante sous forme graphique. Enfin, grâce à un papier spécial, on peut établir une empreinte visuelle de compost et de l'humus qu'il contient. Voilà l'exemple d'un humus très riche, avec ses couleurs foncées. Alors que dans celui-ci, il n'y a plus d'humus du tout. Pour vérifier l'efficacité d'un compost, Will Brinton se livre à des tests biologiques. En serre, d'abord, puis dans un champ. D'un côté, les plantes témoins qui poussent bien grâce aux engrais chimiques, de l'autre côté, des plantes rabougries. Le compost qui leur sert d'engrais est de mauvaise qualité. Will Brinton doit donc repenser sa recette. Pour une réussite, il y a 10 échecs. Quand enfin Will Brinton trouve une bonne recette, il fait un dernier test sur grande surface. Cette fois-ci, l'ingrédient de base, c'est cette boue grise qui contient des produits chimiques, des résidus de laine et des boues septiques. Une fois la boue mêlée à du fumier de cheval et du bran de scie, le compostage commence. La chaleur augmente, stérilise les germes et dégrade les produits chimiques en éléments inoffensifs. Il n'y a plus qu'à retourner fréquemment le compost pour l'aérer. Les résultats sont probants. Le maïs est d'excellente qualité. Mais Will Brinton ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Son rêve, rien de moins que composter les déchets organiques de la ville de New York.